Bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Leïla et je vous présente mon invitée Anne-Cécile Dagaef, que j'ai rencontrée à l'occasion de la Nuit des chercheurs à Toulouse. La Nuit des chercheurs, c'est un événement de médiation scientifique qui invite les chercheurs et le grand public à se rencontrer autour d'une multitude de formats de vulgarisation scientifique. J'y étais en tant que chercheuse et Anne-Cécile animait un atelier de speed searching avec l'association ONUA qu'elle a cofondée. Bonjour Anne-Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je te propose de commencer par te présenter à nos auditrices et nous parler de ta profession au Muséum de Toulouse. Du coup, je m'appelle Anne-Cécile Dagaef. Je travaille au Muséum de Toulouse depuis avril 2019, donc c'est assez récent. Je suis médiatrice scientifique, c'est-à-dire que je m'occupe des publics, donc tout ce qui est visite guidée, accueil des classes, création de nouvelles animations, création de visites, etc. Est-ce que dans ton travail, les journées se ressemblent ? On a des jours où on va être beaucoup ce qu'on appelle face publique. Donc, c'est-à-dire qu'on va être dans le musée à accueillir soit des visiteurs, soit des classes et à leur faire des visites guidées, des animations, etc. On a des jours où, du coup, on est plus en conception, donc on est un peu en arrière et on va concevoir de nouvelles animations. Donc là, dernièrement, j'étais chez moi, en fait, en train de peindre de nouveaux modules, donc on fait de la peinture. Après, bon, ça dépend de nos affinités particulières, mais voilà, des fois, je peux être en train d'organiser des conférences avec des chercheurs, et puis d'autres jours, je suis en train de peindre et de coller mes modules, de brancher des diodes, etc. Comme quoi, la science, ça nous fait faire plein d'activités. C'est ça. Donc oui, tu le mentionnais tout à l'heure, tu as également co-créé l'association UNUA. Est-ce que tu peux nous présenter cette association ? Oui, alors c'est une association qui a été créée en 2014. En fait, c'était avec des amis de thèse, on faisait partie de l'association Plume qui existait, qui prenait des doctorants, en fait, qui faisaient de la médiation. Et en 2013-2014, Plume a décidé d'arrêter ses activités face publique pour se concentrer plus vers l'écriture. Et nous, ce qu'on aimait, c'était présenter des choses à des gens. Donc du coup, on a quitté Plume et on a créé ONUA pour essayer de faire des activités avec du public. D'accord, c'est plutôt la rencontre avec le public qui te plaît, on dirait. C'est ça, oui. Et on va à présent retracer ton parcours scolaire, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivée à travailler au Muséum de Toulouse ? J'ai toujours aimé les sciences, ça c'est sûr. Surtout la bio, enfin c'était vraiment ma passion depuis toujours, on va dire, depuis toute petite, la nature, les animaux. Et ensuite, je savais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'ai fait une prépa bio, ce qu'on appelle prépa BCPST, parce que c'était une formation qui ouvrait pas mal de portes et au moins on était très cadré parce que bon, je me connais un peu à la fac, j'ai peur, j'aurais travaillé tout le temps au dernier moment. J'ai enchaîné par une école d'ingénieur à Paris qui s'appelle AgroParisTech, qui était hyper diversifiée. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais le comportement animal et j'aimais transmettre aussi. Enfin, moi, ce que j'aimais, c'était le comportement des vaches, des chèvres en agronomie. C'était vraiment un truc qui me plaisait, plus que vraiment la production, des choses comme ça. Et en parallèle, je donnais des cours, donc j'ai continué toujours à présenter des choses, ça j'aimais bien. Et en fait, après, j'ai fait un master et une thèse en comportement animal. Et c'est là où j'ai donné des cours aussi, mais j'avais envie d'avoir un côté moins scolaire, on va dire. Et quand je suis arrivée dans mon bureau en thèse, on m'a proposé de faire partie de Plume et justement de faire de la médiation scientifique. J'ai dit oui, je veux, parce que déjà dans mon master, on avait essayé de communiquer un peu sur nos actions et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc du coup, je suis oui, je viens. Et ils m'ont embarqué ça s'appelait la Novella. C'était un festival scientifique à Toulouse les premières semaines d'octobre. Ils m'ont embarqué là-dedans, ils m'ont dit on a une expo et maintenant il faut accueillir des classes. J'ai fait d'accord. Et donc une semaine après mon arrivée en thèse, j'étais là à accueillir des classes et j'ai été mordue par le virus et au début je me suis dit je vais faire de la recherche et puis beaucoup de médiation à côté, de vulgarisation. Et en fait je me suis rendu compte que surtout jeune chercheur, ça te prend tout ton temps, quoi. Tu peux pas faire autre chose. Et moi ce que j'avais envie, c'était de faire beaucoup de médiation et un tout petit peu de recherche. Donc je suis partie vers la médiation après. J'ai terminé ma thèse quand même pour finir.
Et après, j'ai monté au NOA en parallèle de ma thèse. Et après, je me suis dit, allez, on va chercher dans la médiation. Ça n'a pas été simple au tout début, mais j'ai fini par y arriver. Et j'ai eu une expérience à Lyon, au Jardin botanique de Lyon, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ensuite, j'ai enchaîné par le Jardin botanique de Bordeaux. Et quand je suis rentrée à Toulouse, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, j'avoue, qu'un poste se libère au muséum et qu'ils cherchent quelqu'un. Et quand ils m'ont dit que j'étais prise, c'était tout ce que je voulais, en fait. C'était le rêve, Ouais, le rêve qui se réalise. Lorsqu'on nous demande de faire des choix d'orientation, souvent on a l'impression de jouer notre vie sur une case à cocher ou un stage à choisir. Est-ce que toi, dans ton parcours, il y a eu un moment de prise de risque? Peut-être que, quand tu parlais de plumes, peut-être que ça t'a sorti de ta zone de confort. Est-ce que tu as dû faire un choix un peu compliqué qui t'a quand même ouvert des portes? J'ai fait une année, ce qu'on appelle en école d'ingénieur, une année de césure. Donc j'ai fait une année de stage long pour découvrir des métiers. Parce que c'est vrai que j'aimais bien aussi tout ce qui était restauration écologique, le fait d'avoir des écosystèmes qui sont pollués, dégradés, etc. Et on propose des solutions pour justement les rendre un peu mieux. Et j'en ai fait un autre aux États-Unis à l'université Yale. Sur du coup, là on a fait plus de comportement en fait de sauterelles dans les champs, leur réaction face à des prédateurs, donc qui sont des araignées. Et ça m'a vraiment plu, ça m'a beaucoup aidé avec l'anglais, ça c'est sûr. Et ce stage-là, en fait, m'a ouvert des portes parce que après, j'ai continué, j'ai fait 3 mois de stage en plus et j'ai bossé au Smithsonian, au Muséum d'histoire naturelle, donc à Washington DC. Et là, c'est un de mes endroits préférés que j'ai pu visiter dans ma vie. C'est un muséum d'histoire naturelle, mais c'est un peu le Disneyland des muséums d'histoire naturelle. C'est un peu à l'américaine. J'aime bien la comparaison. Ah ouais, mais ils avaient dans la salle sur les espèces marines, enfin sur les océans et la mer, ils avaient des images de dauphins au-dessus, avec des films, on voyait les dauphins, on voyait les fonds marins, enfin voilà, il y avait des lumières, des couleurs. Là, j'y suis retournée récemment, ils ont fait un nouveau hall sur les fossiles, mais voilà, on en prend plein la vue, quoi. Des squelettes de dinosaures un peu mis en mouvement, des écrans qui nous aident à la lecture des fossiles, mais c'est vraiment bien fait. Enfin, c'est divertissant, mais on apprend énormément de choses avec. Et c'est vraiment un mode de médiation qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que ce stage m'a un peu conforté dans mon choix que la médiation, c'était vraiment ce que j'aimais, que j'avais envie de travailler à terme dans un muséum d'histoire naturelle. Voilà. Après, c'est vrai que on joue pas notre vie, un stage raté, c'est pas grave. Mais certains stages, en fait, c'est des opportunités qui nous ouvrent des portes après quand même. Après mes expériences, c'est vrai que d'avoir fait au NOA, d'avoir travaillé bénévolement en animation, ça m'a aidé après quand j'ai voulu me réorienter entre guillemets, parce que je suis pas non plus passée de milieux complètement différents. Hein. J'étais en biologie, je suis passée dans la transmission des savoirs en bio. Enfin, c'était pas non plus un grand pas de côté, on va dire. D'accord, ouais, tu nous racontes un parcours assez ludique et une manière de faire de la science en s'amusant, ça donne très envie. Pourtant, tu es passé par la prépa qui n'est pas l'étape la plus divertissante. Je le rappelle, les classes préparatoires aux grandes écoles sont 2 ans de préparation au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, de commerce vétérinaire ou militaire. En général, on ne quitte pas vraiment le cadre du lycée, mais le rythme de travail devient rapidement très soutenu. Est-ce que toi, tu as quand même apprécié cette autre manière d'apprendre et de faire de la science? Oui, parce que enfin la prépa, ça donne quand même, ça m'a aidé. Moi, j'étais hyper timide et le fait de devoir faire ce qu'on appelle l'école, où on passe au tableau devant des profs, etc. Ça m'a beaucoup aidé euh, pour m'exprimer, pour la résistance au stress, etc. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt bien. Après, moi, j'étais dans une petite prépa, j'étais à Dijon, en Bourgogne, et du coup, il y avait une énorme entraide entre les gens. Enfin, il y a le travail est dur, mais du coup, à côté, on faisait des fêtes, on rigolait beaucoup, on s'entraidait. Donc, il y avait ce côté-là. Après, ça donne vraiment des bonnes bases au niveau rigueur. Ça, c'est vrai que au niveau rigueur, au niveau capacité d'apprentissage aussi. Alors, bon, là aussi, j'ai perdu, mais on était capable d'engranger une quantité phénoménale d'informations en très peu de temps, de restituer ça, d'être hyper rigoureux sur tout ce qu'on faisait. D'accord, en effet, tu nous parles d'une base de rigueur qui t'a été nécessaire pour pouvoir créer à l'avenir des animations plus ludiques. On va à présent parler des échecs qui sont souvent dévalorisés dans notre société. Est-ce que tu estimes avoir vécu un échec dans ton parcours dont tu voudrais nous parler? Des fois, on se plante, enfin, on fait pas tout parfait, hein, c'est normal.
mais du coup, ça nous apprend énormément de choses. Enfin, des fois, Il y a des leçons à tirer. Ouais, c'est ça, on rate des choses et du coup, finalement, on rebondit, on part ailleurs, etc. Bon, il y a eu des moments difficiles, hein, surtout quand j'ai arrêté, enfin, quand j'ai terminé ma thèse et que j'ai voulu, après partir en médiation, j'avoue que j'ai eu des entretiens d'embauche assez épiques où on me reprochait mon doctorat, où on m'a dit que de toute façon, le doctorat, j'avais rien fait de ma vie, que j'étais assise à attendre que ça passe. Et où aussi on m'a dit mais pourquoi t'as fini ta thèse alors que tu voulais faire de la médiation, il fallait partir tout le temps en médiation, enfin tout de suite en médiation. Je fais, bah non, j'avais commencé, j'ai fini quoi. Enfin, Oui, en plus, ça peut témoigner justement d'une compétence de vouloir aller jusqu'au bout, de persévérance, ouais. oui, c'est ça. Puis je m'étais engagée, donc c'est vrai que la thèse à la fin j'en avais marre. Hein. C'est vrai que je préférais parler aux gens et faire des animations que de m'occuper d'écrire mes articles. J'aime pas du tout écrire. Et l'écriture de ma thèse était très très douloureuse. J'ai écrit 20 pages, mon directeur il me fait c'est pas assez là, 20 pages, oui d'accord, mais ça doit être dur à écrire ces 20 pages. Mais après, pendant ton doctorat, enfin, c'est pas perdu dans le sens où tu t'es rendu compte de ce qui te plaisait vraiment et ça t'a aidé pour la suite. C'est ça, ouais, au moins j'étais sûre. Enfin, j'adore la recherche, hein, y a pas à dire, des fois là j'ai envie de faire des expériences. Enfin, je me dis, ah, mais on pourrait regarder où va le public, est-ce qu'il va d'abord voir telle partie de l'expo ou telle autre partie de l'expo, on pourrait mettre des caméras, enfin voilà quoi. Et si c'est pas au muséum, chez moi on a eu un jour une invasion de fourmis, j'avoue, je me suis amusée à leur faire ce qu'on appelle un restaurant, donc j'aurais mis différentes nourritures pour voir à peu près celle vers laquelle elles allaient en premier, etc., ce qu'elles préféraient. Donc j'avoue, j'adore ce côté recherche, ce côté expérimental, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais voilà, puis après j'aime bien beaucoup transmettre quoi. Du coup, oui, donc on a parlé de quelques, enfin, c'était pas vraiment des échecs, c'était plutôt des moments difficiles Ouais. que t'as dû surmonter. Est-ce que, enfin, j'imagine que t'as également vécu des moments de fierté. Est-ce que tu peux nous en raconter un, par exemple, qui te marque? Euh, il y en a un qui m'a marqué parce que j'étais terrorisée. Mon premier colloque, j'étais à la SFECA et c'est une société pour l'étude du comportement animal et c'était un colloque là-dessus. Et je devais faire une conf et j'étais terrorisée, mais vraiment j'étais terrorisée. D'ailleurs c'était épique parce que j'étais tellement terrorisée que je crois que je me suis pris le bureau. Après, j'ai la main qui tremblait, donc on voyait mon pointeur qui faisait comme ça, mais vraiment tellement que je tremblais, qu'il faisait des allers-retours sur Ça la slide. matérialisait ton stress, quoi. Après, je me suis trompée de bouton, donc au lieu d'appuyer sur le pointeur, j'ai fait défiler toutes mes diapos. Enfin, vraiment, c'était, c'était un peu, voilà, j'étais vraiment mal à l'aise. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'aurais dit, excusez-moi, là, je suis trop stressée. C'est ma première fois. Du coup, ils ont rigolé. Et après, en fait, ils m'ont dit, bah écoutez, enfin merci pour cette conférence très rafraîchissante. Je me souviens du mot rafraîchissante, c'était rigolo. Et et au final, en fait, j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs, dont des retours de Luc-Alain Giraldo, qui est un chercheur québécois qui bosse en comportement animal, qui est un peu la référence du comportement animal. Et ça m'a fait, enfin ouais, j'étais hyper fière, j'avoue, j'étais hyper fière d'avoir des retours hyper positifs de Luc-Alain Giraldo, qui était, enfin, c'était un grand ponte, machin, comportement, qui était assez connu. Et finalement, j'ai même eu le prix de la meilleure conf à ce colloque. Et c'est vrai que c'était pas gagné. Et ouais, ça a été un petit moment où j'ai surmonté mes peurs et ça s'est bien passé et voilà quoi. Ah ben oui, tu dois être super fière que cette personne dont t'admirais le travail, j'imagine, ait reconnu le tien et ta présentation. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis d'autres m'ont félicité et tout pour la présentation, alors que franchement, c'était pas gagné, c'était assez catastrophique. Mais bah, ouais, je suis restée naturelle et ça leur a plu, quoi. Oui, t'es restée toi-même, ouais. Pour terminer cette partie, je voudrais te demander quelques compétences qui te semblent importantes de développer lorsqu'on exerce un métier scientifique. Pour moi, il faut déjà de la rigueur. Enfin, rien quand on écrit un article. Et après, il y a d'autres gens qui vont se baser dessus. Puis on est là aussi pour trouver comment ça marche en vrai, même si on peut se tromper, même si on peut avoir, voilà, enfin, on peut toujours se tromper, mais justement, il faut essayer de pas avoir des conclusions trop rapides, de regarder ce qu'on fait, de réfléchir à ce qu'on fait, etc. Après, je pense peut-être aussi de la créativité, ça peut être pas mal. Bah, quand j'étais en thèse et qu'on faisait des expériences, des fois ça marchait pas comme on voulait, donc fallait être créatif pour trouver une autre source. Et puis ben là au muséum, c'est pas mal de proposer de nouvelles animations, de nouvelles formes de médiation, etc. De l'humilité aussi. C'est toujours bien quand même d'avoir un peu d'humilité sur ce qu'on fait et même si on est hyper bon dans un domaine, on l'est pas partout.
et puis un peu, un peu rigoler de ce qu'on est. On a un mot pour ça. L'autodérision. L'autodérision, exactement. Voilà, ça fait pas de mal de pas trop se prendre au sérieux non plus. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont tu voudrais nous faire part avant de clore cet épisode? Je participe au cycle de conférences de l'UCP, donc c'est l'Université Culture et Partage, au Capitole. Et là, du coup, on parle c'est un peu l'université du temps libre, on peut dire, voilà, des gens qui sont retraités ou qui font autre chose à côté, qui s'inscrivent pour avoir des conférences. Là, dans leur cycle de conférences, je l'ai fait l'année dernière. C'était sur la famille et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'histoire, d'art, de sociologie. Et je suis arrivée en parlant de la famille chez les animaux. Donc ça changeait un peu aussi. Mais cette fois-ci, c'est sur le voyage et je vais parler des plantes qui ont voyagé en restreignant sur les plantes du goûter. Les plantes du goûter, t'as dit? Oui, les plantes du goûter. Café, chocolat, sucre, si on a le temps. Mais des plantes qui viennent d'ailleurs, qu'on fait de grands voyages. Et voilà, rien que de parler de ces plantes, ça nous fait rêver, quoi. Du coup, merci Anne-Cécile pour ce partage et on prend bien note de tous ces conseils. Vous venez d'entendre la première partie de mon entretien avec Anne-Cécile Dagaef. On vous donne rendez-vous le 26 janvier pour la suite de notre discussion.